Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Equinox ce soir de ce mardi 29 juin 2021. Equinox ce soir, c'est votre décryptage quotidien de l'actualité sur la chaîne du peuple de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a été cuisiné pendant près de 7 heures hier lundi à l'Assemblée nationale du Cameroun par une trentaine de députés. Les membres du Parlement voulaient avoir des réponses précises sur un certain nombre de questions préoccupantes telles que les délestages, les surfacturations chez Eneo et Camwater ou encore sur la politique gouvernementale en matière d'électrification des zones rurales au Cameroun, entre autres. Répondant aux questions des députés au cours de cette plénière spéciale, le ministre Gaston Elundu Essomba a fait observer que pour un accès à tous à l'électricité, il faudra à l'État 6 000 milliards de francs CFA à l'horizon 2035. L'argent permettra, a dit le ministre, de remplacer dans l'urgence les poteaux en bois dont 60% sont vétustes, de mettre à la disposition du Grand Nord où la pluviométrie est faible, environ 27 groupes électrogènes entre autres. Bref, une enveloppe de 6 000 milliards de francs CFA répartis ainsi qu'il suit. 4 200 milliards pour la production électrique, 960 milliards pour le transport d'énergie électrique, 840 milliards de francs CFA pour la distribution en milieu périurbain et rural. Madame, Messieurs, à 20h, ce sera la grande édition du Journal du Soir, présentée par Cédric Noufélé. Juste derrière le journal de 20h, ce sera la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Tout de suite, le fait du jour. Déficit énergétique, le gouvernement camerounais avoue-t-il son incompétence? Pour décrypter cette problématique, ce mardi, nous avons convié sur ce plateau Maître Fabien Kenyé, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir chers companélistes. Bonsoir la diaspora très active et agissante du Cameroun qui retient son souffle par rapport à un événement qu'elle aura, je crois, le 3 juillet 2021 à la place de la République. À Paris, cela dit, permettez-moi aussi de dire un bonsoir, un soutien inconditionnel à mes amis politiques et à tous les prisonniers politiques du Cameroun qui sont embrigadés juste parce qu'ils ont voulu s'exprimer. Merci Maître Kenyé d'être venu sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, mais convié sur ce plateau comme homme politique, vous êtes militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. J'introduis Raphaël Ndougou, bonsoir. Bonsoir Duval, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Merci encore à vous le coach qui a bien voulu me convier à cette émission. Je voudrais dire, si vous le voulez bien, bonsoir à deux de mes grands frères. Le premier s'appelle Atangana Pierre-Paul, qui souffle juste sur une bougie de plus et qui fête ses noces de formant. Et donc, après cela, je voulais dire bien des choses à son couple et à son épouse, Yvette. Je voulais donc dire enfin, bonsoir à M. Tobindi. C'est un nom qui doit vous être familier parce que c'est un homme des médias. Lui aussi souffle sur une bougie aujourd'hui et c'est mon camarade du RDPC. Merci Raphaël, vous l'avez indiqué, vous êtes militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, le parti au pouvoir, et vous êtes le camarade de Gaston Elundu Essomba, ministre de l'eau et de l'énergie. J'introduis également sur ce plateau Xavier Vélémé, bonsoir. Oui, bonsoir mon cher Duval, merci de l'honneur que vous nous faites une fois de plus ce soir en nous invitant à ce possible programme. Et permettez-moi de dire bonsoir à mes copanélistes. Et particulièrement, avec votre permission, j'aimerais saluer l'honorable Jean-Michel Nitié, qui fait un travail remarquable de la sentinelle de la République, la bonne gouvernance et la démocratie, avec le contrôle de l'action gouvernementale au niveau de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il a mis en nu toute la mafia gouvernante, notamment sur le cas de Covid-19, le scandale Covid-19, qui ne finit de nous révéler encore d'autres scandales chaque jour qui passe. Je voudrais vraiment le magnifier, et le remercier. Xavier Vélémé, vous êtes militant du Social Democratic Front et vous êtes le responsable de la communication du SDF pour la région du littoral. C'est exact. Serge-Henri Kelbé, bonsoir. Bonsoir Duval.
Et merci d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir. C'est moi qui vous dis merci de m'avoir convié une fois de plus, n'est-ce pas, pour traiter d'un sujet aussi important que celui de l'énergie. Et c'est toujours un honneur d'être parmi vous. Vous avez une casquette politique, mais qu'on ne va pas mettre en exergue ce soir. On va vous présenter comme polytechnicien, spécialiste des questions d'énergie renouvelable. Tout à fait. Et sur ce, je voudrais vous adresser la première question. Serge-Henri Kelbet, vous avez écouté le ministre Gaston Elundoye Somba à l'Assemblée nationale au cours de cette plénière spéciale consacrée à l'analyse des questions d'eau et d'électricité. La première question que je veux poser, c'est celle de savoir, est-ce qu'en écoutant le ministre, vous avez le sentiment que le diagnostic a été fait, qu'il est bouclé et que maintenant il ne reste qu'à mobiliser les moyens financiers pour mettre en route le projet qu'il est en train de proposer? Oui, Duval, je dirais, n'est-ce pas, d'emblée qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Alors, aucune œuvre humaine n'étant parfaite, je voudrais d'abord saluer, n'est-ce pas, cette séance qu'il y a eu à l'Assemblée nationale, et je juge que c'est historique de mémoire. On n'a pas vu un ministre de l'eau et de l'énergie sortir un document aussi détaillé, aussi clair, n'est-ce pas, du diagnostic des problèmes énergétiques et d'eau dont souffre le Cameroun. Donc pour ma part, je peux dire que c'est un document assez élaboré, étant donné qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Le ministre a présenté aux députés, n'est-ce pas, un document qui vaut vraiment la peine d'être regardé de près. Et il ne faut pas aller vite en besogne. C'est un document qui certainement sera exploité pendant une bonne quinzaine, soit vingtaine d'années. Donc si vous voulez mon opinion, grosso modo, je dirais que c'est un document qui est assez très bien fait. Alors, je voudrais requérir l'avis de Maître Fabien Kenyé sur le sujet. Vous avez écouté le ministre de l'eau et de l'énergie. Il a fait un diagnostic qui tient sur deux aspects précis, la question de l'électricité, la question de l'eau. Mais compte tenu du temps assez court de cette émission, nous ne pouvons pas évoquer les deux aspects. Nous allons nous limiter ce soir à la question de la production, du déficit énergétique. Et dans une autre émission, nous allons nous intéresser à la question de l'approvisionnement en eau potable. Sur la question de l'électricité, est-ce que ce diagnostic vous convient? Duval, vous savez, je ne suis pas expert comme mon copanéliste, M. Kelbet, mais tout au moins, je subis ce qu'on peut appeler la consommation ou la fourniture d'énergie électrique. J'ai pris connaissance absolument de ce document ou de ce diagnostic qui a été fait par le gouvernement à travers son ministre de l'eau et de l'énergie devant la représentation nationale. À la question de savoir, malgré les initiatives et les actions menées par le gouvernement visant à rendre optimale la fourniture énergétique et l'approvisionnement en eau potable au Cameroun ou de l'électricité, qu'est-ce qui coince véritablement? C'est-à-dire, avec tous les investissements qu'on a fait depuis, qu'est-ce qui coince? D'où vient-il encore que nous en soyons aujourd'hui, n'est-ce pas, à subir des délestages au quotidien dans les villes, comme je dans les principales villes comme le Douala et Yaoundé. Vous savez, sans énergie, un pays ne peut pas se développer. Parce que pour avoir des industries, il faut naturellement avoir de l'énergie. Mais qu'est-ce qu'il répond en retour? Il fait bien de faire le diagnostic, ou pas des investissements qui ont été faits et qui restent à faire. Lorsque vous prenez par exemple un projet comme ceux des projets comme ceux de Lompanga et de Nachigal, n'est-ce pas? Non, de Lompanga et Menvelé. Autant pour moi, vous constatez qu'on a seulement investi dans les barrages hydroélectriques, mais il se trouve, j'ai bien dit que je ne suis pas expert, c'est ce que je perçois, il n'y a pas de conduits, il n'y a pas de structures qui devraient acheminer l'énergie qui est produite vers les populations. Oui, parce qu'après la production, tout à fait. Parce qu'après la production, il y a le transport, voilà, le transport, il y a la distribution. À ce moment, vous comprenez que le projet a été mal conçu, mal pensé. À mon sens, n'est-ce pas? Oui. Si ça n'avait pas été le cas, je pense, c'est depuis pratiquement 2002, 2011, 2015, autant pour moi que ces projets ont été mis en place pour juguler le déficit en électricité. Aujourd'hui, le ministre vient et nous explique cela par le déficit des poteaux qui sont usagés, qu'on n'a pas remplacés. Il explique entre autres par le fait qu'il y a
un manque d'eau de part et d'autre qui ne parviennent pas. Oui, il a expliqué, si on peut résumer, il dit par exemple que dans le réseau interconnecté Nord, il y a un problème qui se pose au niveau de la pluviométrie. Il y a la quantité d'eau a diminué, par exemple, dans le principal barrage qui est lac d'eau, et c'est la raison pour laquelle cette partie du pays fait régulièrement face à des délestages. Effectivement, pourquoi on devrait donc se poser la question de savoir pourquoi, après 40 ans de gouvernance du renouveau, on n'arrive pas à juguler ce phénomène, à trouver une solution, à avoir de l'énergie pour booster l'économie. Comme je vous l'ai dit, sans énergie, un pays ne peut pas se développer. Et voyez-vous, le ministre va conclure en nous disant, il conclut en disant que c'est d'ici 2037, avec les investissements de près de 6 milliards, dont vous avez décliné la répartition, que nous pourrions avoir l'électricité dans tous les ménages. Mais vous voyez que nous en sommes là à être électrifiés par des slogans. Et cela me rappelle un peu la santé pour tous à l'an 2000. Où en sommes-nous? Vous connaissez ce que c'est que vous connaissez aujourd'hui ce que représente un plateau technique chez nous au Cameroun. On peut mourir même du petit palu, n'est-ce pas? On a parlé de grandes ambitions, grandes réalisations. Finalement, on a de grandes opportunités. Donc nous avons aujourd'hui affaire à un gouvernant, à des dirigeants qui gouvernent par des slogans. C'est vrai, pour une rare fois, j'ai noté qu'il y a tout au moins un diagnostic qui a été fait. Mais ce diagnostic ne peut pas être accompagné d'une volonté politique parce qu'il se trouve que le gouvernement camerounais gouverne par des réseaux. Un réseau ne gouverne pas un pays. C'est à travers des compétences, n'est-ce pas, qu'on parvient à gouverner un pays. Donc moi, je doute bien fort qu'à l'issue de ce qui a été dit, nous pouvons trouver le goût de quelque manière que ce soit. Enfin, Ndougou, vous, RDPC, comment vous percevez ces questions-là? Il faut quand même indiquer que la question de l'électricité est une question importante, une question délicate, qui représente un levier important. Je veux dire que lorsque la production énergétique dans un pays est assez bonne, cela peut être un important levier de croissance économique à travers les investissements sur le plan industriel, entre autres. Est-ce que ce diagnostic fait par le ministre de l'eau est le bon, est le meilleur? Est-ce que de votre point de vue, cela jette les bases d'une résolution durable de la question de l'énergie électrique dans notre pays? Écoutez, Duval, c'est une question sociale qui touche tous les Camerounais, j'ai envie de dire toutes les couches de la société. Et c'est une question à prendre au sérieux. Je pense même que c'est pour cette raison que le ministre, au regard de sa sortie, a véritablement posé les bases. Et je voudrais même dire, peut-être sans risque de me tromper, que nous avons donc vu les députés que nous voulons, qui ont posé des problèmes qui touchent les populations. Et c'est ce que nous demandons à nos élus au quotidien. Quel que soit leur beau politique, de défendre les problèmes des populations face à ces membres du gouvernement. Alors, maintenant, vous avez parlé de cette affaire d'énergie qui, justement, si on veut arriver aux opportunités fixées par le chef de l'État, si on veut passer en passant par les grandes réalisations, il faut bien qu'on ait véritablement cette énergie-là. Et c'est même pour cette raison, même si aujourd'hui les projets ne sont pas achevés, on a quand même lancé des projets que nous connaissons tous. L'Ompangal, par exemple, nous avons Emmenvene. Je crois qu'il y a même Mekin. Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que si les 6 milliards que dont le ministre fait allusion ici, peuvent aider à achever ces projets-là, je crois que c'est une très bonne chose. Une très bonne chose dans la mesure où non seulement nos petits ménages réclament de l'électricité. Nous savons tous aujourd'hui, je ne peux même pas vous dire que d'où je sors, l'hôpital général aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité. C'est-à-dire que là, quand je venais, il n'y en avait pas. Si nous prenons l'électricité dans les grandes villes, tout à l'heure vous avez avancé également les chiffres au niveau des zones rurales, où le ministre a dit qu'il va falloir de l'argent pour alimenter en énergie électrique ces zones-là, alors il ne sera donc pas question de dormir sur les lauriers si le ministre a déjà fixé les bases, le ministre de tutelle. Mais sauf qu'à un moment donné, on a bien envie quand même de nous interroger. Peut-être pas pour dire directement ce que Maître King disait, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en arrive là. On avait les poteaux en bois autrefois. On citait même des personnalités qui avaient les champs dans ce sens. Maintenant, on pense qu'il va falloir aller avec les poteaux en béton. D'accord. Ça, c'est pour alimenter certainement des grandes villes. Maintenant, cela va prendre combien de temps pour en arriver? Il va falloir que le ministre soit plus clair
Bah, il a dit horizon 2035. 6 000 milliards de francs CFA pour régler tous ces problèmes à l'horizon 2035. Il a utilisé l'expression électricité pour tous à l'horizon 2035. C'est une très bonne chose, mais sauf qu'à un moment donné, il va falloir quand même que nous sortons de notre silence. Parce que de toutes les façons, au regard de la course, j'ai envie de dire, au regard de la vitesse que le monde a aujourd'hui, il n'est plus question que c'est quand on est à l'Assemblée nationale qu'on vient nous expliquer de quoi il est question sur la question d'énergie. Il faut qu'au quotidien, les populations soient au courant de ce que les gouvernements font comme boulot par rapport à l'approvisionnement à l'énergie. Vous avez si bien dit qu'on va circonscrire le débat seulement pour l'électricité. Oui. Je n'ai pas envie de vous dire que l'eau, c'est la vie, dit-on souvent. Donc, toutes ces deux questions-là touchent les Camerounais au plus profond d'eux. Et c'est des questions qu'il faut trouver des solutions en urgence. Ok. Xavier Bellemé, vous, au SDF, est-ce que c'est des questions qui vous préoccupent? Est-ce que quand vous jetez un coup d'œil sur le diagnostic qui est fait par le ministre et les suggestions ou les propositions ou le projet qu'il entend mettre en route pour régler cette question-là, est-ce que vous, au SDF, ça vous convainc? Je trouve que c'est juste un discours de plus. Un discours slogan, comme l'a dit un de mes prédécesseurs tout à l'heure, qui au fond, d'ailleurs même, qui est même très dangereux, puisque la conclusion, c'est que nous sommes pris dans une sorte de tourbillon de la nature. Oui. Et puis, il n'y a pas de loi à Garoua. Le Cameroun n'aura pas de... Et pour rester sur l'exemple que sur le réseau interconnecté, face à cette situation, on manque d'enjeux. Il faut d'abord le préciser, pour que les téléspectateurs nous comprennent très bien. Je vais te dire, il y a un groupe, un très grand groupe international mondial canadien qu'on appelle Rio Tinto Alcan. Pour prendre l'exemple d'EDEA, qui avait repris EDEA sur Péchinet. Péchinet qui était l'actionnaire majoritaire du groupe Alucam au Cameroun, qui est une grosse industrie spécialisée dans la production d'aluminium. Et cette entreprise produisait environ 80 000 tonnes par an d'aluminium. Quand le groupe Alcan est arrivé, ils ont dit que non, 80 000 tonnes d'aluminium par an n'était pas une affaire rentable. Et qu'il fallait, parce qu'ils ont privilégié le Cameroun sur le coût de la production d'énergie, était un coût en minimum qui était supportable. Mais qu'il fallait augmenter la production d'Alucam environ 200 000 tonnes. Et pour augmenter la production d'Alucam à 200 000 tonnes, il faut accroître la production énergétique. Rio Tinto, moi personnellement, j'étais présent. Quand Alucam était son secrétaire, j'étais présent, je représentais l'OSIEP à l'époque. La présidente du groupe Rio Tinto Alcan, qui était venue présider, avait fait la panoplie de tout son projet. Le projet dont son groupe, auquel elle était à la tête, pensait pour Alucam qu'il fallait construire des centrales électriques, notamment à Sondon. Sondon, pour ceux qui sont à la Saint-Maritime connaissent où ça se trouve, c'est quelque chose de 23 km d'EDEA. Et à Nactigal, et elle avait fait l'extension de l'Alucam. C'était un projet qui portait sur plus de 1000 milliards, mais qu'elle avait de l'argent. Et qu'elle était prête, en fait, le groupe Rio Tinto était prêt même de financer la part de l'État qui était de 30%. Et à condition que l'État les accorde certaines faveurs, notamment les facilités au niveau fiscal. Et quand elle faisait ce discours... Qu'est-ce que vous voulez mettre en relief? Non, je vais vous montrer que le Cameroun connaît des problèmes d'énergie depuis. Parce qu'aujourd'hui, les deux centrales qui sont la centrale de DEA, qui est vieille depuis les années 50, et la centrale de Sonloulou, et à la moindre mesure avec la centrale à gaz de Kribi, sont dans les 1000 poussières des mégawatts. Parce que le ministre lui-même a dit que malgré les initiatives et les actions menées par le gouvernement visant à rendre optimale la fourniture énergétique et l'approvisionnement en eau potable au Cameroun, le niveau de satisfaction reste faible et les attentes restent nombreuses. Ça veut dire que lui-même, il a pris la pleine mesure de l'affaire. Non, c'est ce qu'il dit donc que c'était un discours creux. D'habitude, pour épater, c'est les naïfs. Parce que de votre point de vue, il s'agit de le faire concrètement. Il était question ici d'accroître l'énergie électrique. Le problème d'énergie électrique ne se pose pas au Cameroun en 2021.
que ce ministre fait d'habitude un discours qui est propre au gouvernement pour lequel il représente. Autant pour laissez-moi vous expliquer. C'est très important. Bon, je donne la parole aux autres, puis je reviens à vous pour creuser davantage je dis que le Cameroun a actuellement la capacité du Cameroun. INEO et les autres acteurs du secteur, c'est 1350 MW. Alors qu'actuellement, on a besoin d'un minimum de plus de 2000 MW. Oui, il y a un déficit énergétique. Donc il y a un déficit énergétique incroyable. Et si on veut se projeter par rapport à l'industrialisation du Cameroun, il faut qu'on aille au-delà. Le Cameroun a des capacités de produire. Produire plus de 2000 MW d'énergie électrique. Alors, ça, Jean-Yves, je voudrais qu'on prenne deux exemples pour que les téléspectateurs comprennent très bien ce qu'on est en train de faire et pour mieux analyser le diagnostic qui a été fait par le ministre. Lorsque le ministre, par exemple, restons dans le cas du réseau interconnecté Nord, qui couvre les régions de la Damawa, du Nord et de l'extrême Nord. Le ministre a observé qu'il y a le principal problème qui se pose dans cette zone-là et qui peut justifier les délestages permanents qu'on rencontre dans cette localité, c'est la pluviométrie, la mauvaise pluviométrie. C'est-à-dire que, il donne quelques chiffres, il dit que le niveau de remplissage du barrage de lac d'eau a chuté de 4 milliards de mètres cubes en octobre 2019 à 2 milliards de mètres cubes en octobre 2020. C'est-à-dire qu'en fait, la quantité d'eau a diminué. Est-ce que, en le disant, cela suppose qu'il faut mettre donc... parce que là, il parle d'une cause naturelle. Est-ce que le diagnostic sur la cause naturelle vous convainc? Duval, je vous ai dit que c'est un diagnostic que j'apprécie. Oui. Mais c'est un diagnostic que ferait quelqu'un qui est arrivé au Cameroun hier. Je vais vous parler des 3 réseaux. Oui. Le RIN, réseau interconnecté Nord, le RIG, le réseau interconnecté Est et le RIS, le réseau interconnecté Sud. Commençons par le Nord. Duval. Je l'ai souvent dit ici, sur certains de vos plateaux, que ce soit à la radio ou à la télé, que les politiques énergétiques mises en place par le Cameroun sont très mauvaises, n'ont jamais été bonnes. Je vais développer et je vais passer par le plan thermique d'urgence, qui a été une catastrophe, un scandale et un vol. Parlons du RIS, du RIN. Mais l'ACDO, c'est 30 ans. Est-ce qu'il a fallu que, parce que nous faisons face à des problèmes de pluviométrie, pour démonter la centrale d'Agreco, pour aller l'installer au nord et renforcer le réseau interconnecté Nord, 30 ans après, alors qu'on nous dit que le Nord, la Damawa, c'est le château d'eau du Cameroun. On n'a pas investi entre 1990 et pratiquement 2005 réellement dans le secteur de l'énergie. Ce qui se passe aujourd'hui, le Cameroun paye cash, n'est-ce pas, le fait d'avoir privilégié d'autres secteurs. Par exemple, lorsque vous prenez la loi sur le secteur de l'électricité, la loi 98/022 du 24 décembre 1990, régissant le secteur de l'électricité, c'est-à-dire depuis 1998, vous, Duval Fangwa, vous pouvez créer votre propre barrage, vous pouvez faire votre propre centrale solaire, vous pouvez faire votre centrale de cogénération. C'est la libéralisation du secteur de l'énergie électrique. Et là, donc, je descends au réseau interconnecté S pour dire que le ministre relève que 17 UFA, c'est-à-dire 17 grosses scieries, sont installées à l'Est. Pourquoi on n'a pas monté des projets, des plans pour que les déchets produits par ces UFA produisent l'énergie par la cogénération? L'Est jusqu'à aujourd'hui, depuis 40 ans, depuis les indépendances, est alimenté par des groupes électrogènes. Ça ne se comprend pas. Alors qu'il y a des déchets qu'on peut récupérer. Pour ma part, Duval, je l'ai toujours dit ici, il faut régionaliser nos différentes sources d'énergie. Votre confrère Cédric Moufele m'avait donné la primeur dans une tendance économique de discuter de ces questions d'énergie. Et je le dis encore, il faut régionaliser. Parce qu'à l'Est, il faut utiliser ce qu'il y a à l'Est pour produire l'électricité à l'Est. Lorsque le ministre dit qu'on va mettre 6 000 milliards pour les problèmes d'énergie, mais bon sang, il oublie que nous sommes encore au Cameroun en train de faire 1 mégawatt à 4 milliards. Alors que la moyenne mondiale est à 1 milliard 250 millions. C'est-à-dire, lorsque vous regardez, aujourd'hui on parle du Covid, mais on a le scandale de Menkim.
15 mégawatts qui ne vont qu'injecter sur le réseau 9 mégawatts à 110 milliards. Mais la moyenne, c'est environ 20 milliards le mégawatt. Ça ne s'explique pas. Vous avez des scandales ou des projets comme le port en eau profonde de Kribi. Pourquoi le chef de l'État n'est jamais allé inaugurer le port en eau profonde de Kribi? Parce qu'au moment d'inaugurer le port en eau profonde de Kribi, on n'avait pas conçu la ligne. Tout le port a été construit sous groupe électrogène, M. Fangwa. Donc, le problème qui se passe au Cameroun, c'est que les gens passent leur temps à saquer les directives que le président de la République pose. Et c'est là où je rejoins le grand frère et ami, Sa Majesté Pascal Messanga Namding, qui parle du coup d'état scientifique. Parce que ce ne sont pas les moyens qui nous manquent, Duval. Je pense que c'est une volonté, et au-delà de la volonté, il faut cibler les vrais projets. Pour chuter. Je vais vous prendre peut-être un exemple. Lorsqu'on a fait le port en eau profonde de Kribi, certains disaient qu'il faut renforcer Douala, rendre Douala plus compétitif, faire l'extension de Tico et de rendre Limbe un port vraiment attractif de bonne qualité. Donc il fallait consolider les acquis. D'autres ont dit non, créons un autre port. C'est pareil dans l'énergie. C'est-à-dire, l'existant, les bassins du Cameroun, on les connaît. On sait là où on peut faire des barrages. Le gros problème du Val, c'est que nous avons passé le temps à donner des agréments et des licences à certaines personnes pour mettre des stations-service, à 3 stations-service sur le 1 km. Il faut inciter les investisseurs privés à investir dans le secteur de l'énergie. Au Cameroun, le secteur de l'énergie, c'est 13 000 milliards de marché à conquérir. Il se pose un problème, c'est que l'ARCEL ne communique pas assez. Je dis bien l'ARCEL. Pourquoi? Parce que nous sommes venus ici... L'agence de régulation. L'agence de régulation. Nous étions ici en 2017 avec des Japonais pour résoudre l'un des problèmes évoqués par le ministre, c'est-à-dire la distribution. Nous avons été reçus à la présidence de la République, mais au ministère, on ne nous a pas reçus. Le ministre, là, aujourd'hui, n'est plus en fonction, il a Condégui. Vous comprenez qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire avancer ce pays, M. Fangwa. Nous avons tout essayé, nous, du secteur de l'énergie, en disant, OK, l'État ne peut pas tout faire, mais bon sang, motiver les investisseurs qui ouvrent des magasins, qui construisent des immeubles de 13 étages dans du béton, qui vont demander de l'énergie alors que nous n'en avons pas. Nous continuons à greffer sur un réseau déficitaire des grosses charges d'énergie. Nous avons préparé la canne. Depuis que nous pensons avoir la canne depuis 6 ans, combien de barrages ont été livrés? Or, le stade de Yassa, à lui seul, c'est 6 à 7 mégawatts qui va pomper. Aucun barrage n'a été conçu. Prenons Bafoussam, prenons Olembe, prenons le stade de Garoua. Environ 30-35 mégawatts que rien que les infrastructures de la canne vont solliciter alors que nous n'avons pas d'énergie. Vous comprenez que nous mettons toujours la charrue avant les bœufs et on se retrouve en train de gaspiller des gros sous. Il n'y a peut-être pas de centrales hydroélectriques, mais il y a des alternatives avec notamment les énergies renouvelables. Mais tout à fait. Et c'est un secteur qu'il faut explorer. Effectivement, c'est pour ça que je disais qu'il faut régionaliser. Absolument. Par exemple, lorsque j'ai parlé de la cogénération à l'Est, si on rentre ici au RIS, le réseau sud interconnecté, moi, j'ai été à l'ouest, dans les hauts plateaux, où j'ai travaillé pendant de longues années. On a des bons tirants d'air où on peut expérimenter l'éolienne. Le Cameroun a quand même 350 km de plage entre Kribi et je crois Limbe. On peut trouver des espaces où on peut faire l'éolienne. Au nord, ce qu'on est en train de faire là-bas, j'appellerais ça peut-être du pipi de chat parce que c'est pas sérieux, où on est en train de faire quelques centrales solaires de 150 kW, alors que nous devons parler de mégawatts. Lorsque le ministre vous dit en 2035, il faut que le Cameroun soit émergent, ça veut dire qu'en 2035, en énergie, il faudrait que le Cameroun ait 3000 mégawatts. Aujourd'hui, nous avons à peine 1400 mégawatts. Oui. Ça veut dire que nous devons faire 14 mégawatts par an. C'est-à-dire en 10 ans, chaque année, on fait 14 mégawatts. Pour compléter les 14 000, les 1400 et atteindre les 3000. On ne pourra pas. On ne pourra pas. Maître Fabien Keye, il y a une proposition qui a été faite par Serge-Henri Kelbé qui, je crois, rentre dans le projet de société du MRC pour ce qui concerne la question de l'énergie électrique. Je le dis parce que dans le cadre dans le sillage de l'élection présidentielle 2018, nous avons eu l'honneur et l'opportunité d'interroger le professeur Moïse Kamto, président national du MRC, sur le plateau de la campagne électorale. Et à cette occasion, justement, il avait indiqué que l'une des pistes de sortie
pour régler la question énergétique au Cameroun, c'était donc peut-être qu'il n'avait pas dit régionalisation, mais il était question de voir comment, au niveau des régions, au niveau, je vais dire, il fallait décentraliser, voilà. Il fallait que dans cette politique-là, qu'il y ait une sorte de décentralisation qui permette qu'au niveau de chaque région, qu'au niveau des différentes localités, qu'il y ait des possibilités pour les communautés, pour les collectivités, de pouvoir produire elles-mêmes l'énergie électrique, et cela permettrait d'éviter de mettre beaucoup d'argent dans des centrales hydroélectriques qui n'en finissent pas et qui finalement ne règlent pas le problème de façon durable. Duval, voyez-vous, je vais vous dire, lorsqu'on parle de régionalisation, vous savez, nous avons aujourd'hui un problème culturel qui nous mine. Je voudrais évoquer le cas de la guerre au Nosso. Vous allez me demander pourquoi je fais un parallèle par là, parce que avant que nous soyons unifiés, dans la zone anglophone, par exemple, l'électricité et l'eau, n'est-ce pas, n'étaient pas concernés par l'État. C'est les communes qui s'en occupaient, on n'avait aucun problème de facturation, un problème d'eau ou d'électricité. C'est là où je donne raison à monsieur l'expert pour dire que si on régionalisait l'énergie, l'exploitation, la production de l'énergie électrique, ce serait un début de solution. Vous savez, on a parfois tendance en matière politique de faire des combats inutiles. Pour ceux qui ont suivi le programme politique du MLC en ce qui concerne l'énergie tel que vous le dites, au-delà de l'autorisation des régions, nous avions parlé du partenariat public-privé. C'est-à-dire en termes d'investissement. Lorsque vous regardez ce que notre gouvernement fait aujourd'hui, c'est un véritable scandale. Parce que vous voyez, en matière d'énergie, nous avons 3 réseaux interconnectés. Il y a un réseau interconnecté nord qui concerne le Grand Nord, le réseau interconnecté sud qui concerne 6 régions du pays, oui. Et le réseau interconnecté est qui ne concerne que l'Est. Quand vous prenez sur les 20 dernières années, on n'a rien investi en ce qui concerne le Grand Nord et l'Est. Par contre, on aura mis pratiquement près de, je voudrais dire, plus de 1000 milliards en termes d'investissement dans les différents barrages que vous connaissez. Et figurez-vous que c'est après pratiquement la fin de ces barrages que le gouvernement camerounais se pose la question de savoir comment il va pouvoir transporter l'énergie électrique qui aura été produite. Vous comprenez que dès l'entame, n'est-ce pas, de ce projet, c'était un projet complètement raté. Oui, le ministre reconnaît qu'au niveau de la production, c'est relativement acceptable, mais que le problème se situe maintenant au niveau du transport et de la distribution, notamment dans le réseau interconnecté sud. C'est un aveu d'échec. Pourquoi cela n'a pas été pensé dès le début, au moment où on ficelait ce projet-là? Pour dire que nous ne sommes pas déjà sortis de l'auberge. Alors que ces projets sont encore en cours, ne sont pas encore réalisés, le ministre envisage déjà d'emprunter encore 6 milliards pour que ce soit à l'horizon 2035 que nous pouvions avoir de l'énergie électrique. Pour dire quoi? En fait, même, nous ne devons plus accorder aucune confiance que ce soit. Puisque par le passé, tous les projets qui sont là, il se trouve tout simplement, comme l'a dit l'expert, que les investissements massifs qui sont réalisés rentrent plutôt dans les poches des individus. C'est pour ça qu'à la fin, nous n'avons pas de résultats. Et vous avez dit sur le plan mondial, vous avez parlé de mégawatts. Oui, la moyenne. C'est la moyenne. Il y a 250. C'est-à-dire, au niveau du Cameroun, c'est multiplié par 5. Mais avec ça, est-ce qu'on peut s'en sortir? On ne peut pas. Donc, on a une réelle volonté politique. Nous avons besoin d'une alternative. Et pour ceux qui sont honnêtes en matière politique, qui veulent lire véritablement le programme politique du MLC, je vous assure, tout de suite, ils seront satisfaits. Honnêtement. On n'attend même pas l'échéance de 2035. Tout de suite là, si le MLC accède au pouvoir, je vous assure, à moins de 2 ans, nous aurons de l'électricité pour tout ce réellement. Raphaël Ndougou, dans le diagnostic du ministre de l'énergie, de l'eau, notamment si on reste sur le réseau interconnecté sud dont parlait tout à l'heure Maître Fabien Kenyé, qui concerne 6 régions du Cameroun, le littoral, le centre, le sud, l'ouest, le sud-ouest et le nord-ouest, et le fait observer que il y a des problèmes qui se posent, notamment les délestages. On est dans la ville de Douala et on vit très bien ces délestages-là. Le ministre explique que ces délestages, pour l'essentiel, interviennent lorsque les transformateurs sont sollicités au-delà de leur capacité ou lorsque il faut remplacer les poteaux qui sont pourris. D'ailleurs, il indique que 60% des poteaux électriques en bois sont pourris et il faut les remplacer sur l'étendue du territoire national. Lorsque le ministre le dit et demande les 6 milliards de francs CFA, le sentiment qu'on peut avoir, c'est que c'est assez convaincant. Qu'est-ce qu'on fait? On mobilise donc ces 6 milliards et on met à la disposition du gouvernement pour régler définitivement cette affaire, ou on regarde encore un tout petit peu ce diagnostic pour essayer de voir s'il y a d'autres solutions alternatives. Voyez-vous, Duval, lorsque le ministre dit le transformateur a subi taux de charge et les poteaux, etc. Je vous assure que
le consommateur lambda n'est pas là pour connaître ce genre de choses. Parce qu'il paye 94 francs de kilowatt entre janvier et juin. Et il paye 79 francs le kilowatt après juin. Donc la période actuelle, c'est ça le kilowatt. Et il voit le compteur qui va très vite. C'est-à-dire que les kilowatts qui se multiplient et que traverser un mois, le consommateur va se voir l'agent Eneo arriver pour lui supprimer la consommation en énergie. Je veux donc rentrer pour dire Eneo, ASONEL, Actis. C'était pour quel résultat au Cameroun? Ne pouvons pas nous rappeler, je me rappelle de mémoire, notre camarade Charles Tebe Yene, il avait déclaré qu'on ne privatise pas les sociétés de souveraineté. Depuis qu'on a privatisé nos sociétés de souveraineté là, quel est le résultat positif que nous avons eu ici? Parce que c'est facile de dire que les poteaux, d'accord, mais ça donne, le Cameroun lambda lui ne connaît pas ça. Tout de suite, nous devons donc dire merci à l'expert. Vous avez bien fait de cacher son cassette politique. Parce qu'à un moment donné, ça transforme les gens. Vous avez suivi comment il a déroulé. Moi, je l'ai salué le grand tout à l'heure, M. Atanapie, pour les venus ici au Cameroun avec les experts également. Où le ministre dont il faisait allusion, qui ne communiquait pas, tout à l'heure, je vous parlais de la communication. Le ministre dont il faisait allusion tout à l'heure, qui est à Kondangui, ne les a pas reçus favorablement pour justement essayer d'enlever les zones rurales dans cette affaire de connexion. Parce qu'il y a des petits cours d'eau dans nos villages du Val où on peut utiliser ces petits cours d'eau-là et faire des barrages pour alimenter des communes. Tout de suite, ce qu'il dit est réel. Donc vous comprenez qu'on ne va pas toujours rester là à démontrer que voici, alors que le panier de la ménagère et la consommation en énergie et l'eau, c'est un véritable problème. Les factures arrivent dans nos maisons, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Hein. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas, ils sont venus pour changer les compteurs. Où était l'urgence pour changer les compteurs? On ne commençait par changer les transformateurs et les poteaux. Pour dire, désormais que la ligne est déjà donc revêtue, si vous voulez, refaite, on va donc procéder au changement des compteurs. Malheureusement, ce que nous voyons, c'est que Eneo, lui, il apporte des factures et le Camerounais souffre, malgré même le fait que le président a créé la Sonatel. C'est-à-dire que la société de transformateur d'électricité. Tout ceci, est-ce que le Camerounais est véritablement à l'aise face à cette distribution-là que non? Voilà. Xavier Bellemé, dans le rapport ou dans le diagnostic qui est fait par le ministre de l'eau, il s'est intéressé à des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Je le dis parce que c'est considéré comme votre bastion traditionnel. Et là, il indique que lorsqu'on fait le diagnostic là-bas, le problème aujourd'hui, c'est davantage les contraintes sécuritaires qui ne permettent pas aux institutions, aux organes en charge de la production, de la transformation, de la distribution de l'énergie électrique de se déployer de façon optimale. Oui, bon, je dis, c'est pour ça que je disais que son discours, en fait, son rapport était un peu... Non, moi, sur ce diagnostic-là, il est correct. L'insécurité dans la région du Nord-Ouest ne permet pas que... là où il y a la paix. Ça fait 40 ans que ce gouvernement est au pouvoir et les contraintes sécuritaires n'ont commencé qu'il y a que 4 ans. Ça veut dire qu'ils auraient fait des prévisions depuis, le pays serait avancé. Donc, je veux bien être d'accord avec lui que la guerre dans les deux régions contribue énormément à plomber l'économie nationale. Mais la guerre au nord-ouest et au sud-ouest est arrivée 4 ans. On a un régime qui est là depuis 40 ans. 36 ans, ils ont fait quoi? Absolument rien. C'est ça que le cas. Bon, je vais retourner ici. Je dis qu'actuellement, la capacité de production actuelle au Cameroun est de 1350, vous m'avez coupé tout à l'heure, 1350 MW. Donc, entre les centrales thermiques, ainsi de suite, hydroélectriques. Mixé. Tout ça, c'est 1350 MW. Et sur les 1350 MW, à l'UCAMSEL consomme 80%. C'est le reste qu'on redistribue. Parce que j'ai ici une étude de la Banque mondiale menée en 2017. La Banque mondiale disait qu'en 2017, que le Cameroun avait une capacité énergétique de 62%, soit 93% en milieu urbain et 21%, 93% en milieu urbain et le reste en milieu rural. Bon, maintenant, quand on regarde tout cela, et selon les experts, le Cameroun, et là je suis d'accord avec M. Kelbe, quand il dit qu'il faut régionaliser la production d'énergie, parce que les experts jusqu'ici
sont d'accord sur un minimum de 70 points sur l'ensemble du territoire à l'intérieur du pays, qu'on peut installer des mini-centrales hydroélectriques qui peuvent avoir la capacité de produire 1 à 2 mégawatts, qui peuvent faire alimenter des villages entiers, des arrondissements et autres, pour pouvoir permettre une position. Et puis de trois, il y a de très mauvais choix. Le régime, l'ordre gouvernant RDPC, fait toujours des choix incroyables. Des choix qui privilégient les rétrocommissions et autres. Je prends le cas de Menvele. Là, on construit cette centrale qui a déjà englouti plusieurs dizaines de milliards. Et alors que le mégawatt est de 1 milliard 200 millions. C'est-à-dire que pour une capacité de combien? Qu'on a prévu de 200 mégawatts. Qu'on doit produire cette centrale. C'est ce qu'on a dit. Malheureusement, elle se situe dans une zone. Parce que quand vous réfléchissez, il ne faut pas comprendre, quand vous mettez un peu dans la tête de ceux qui décident, vous vous demandez comment ils ont fait pour aller construire, dépenser aussi des milliards dans une zone où, en période de tirage, cette centrale ne peut plus tourner. Et elle produit aujourd'hui à peine 10% ou 20% de la capacité prévue autant de milliards. Alors qu'on aurait construit une centrale à son don au niveau de la Sanaga pour que le barrage de retenue qui a été construit à Lompanga alimente toutes ces centrales pour accroître la quantité en énergie en termes de qualité. Parce que maintenant, quand on va construire une centrale à Menvele, est-ce que c'est une décision, un choix politique qui répond au dynamisme économique? Est-ce qu'on décide là? Le décideur a vu, a pensé et réfléchi et s'est projeté par rapport à l'avenir? Non. Aujourd'hui, l'énergie électrique est un élément essentiel dans la vie au quotidien. Que ce soit l'individu ou alors... soit avec les industries. Voilà, on en a besoin pour pouvoir... On en a besoin. Je vous ai cité tout à l'heure à l'entame de mon propos le cas de Rio Tinto qui est parti en Afrique du Sud. Parce que pour produire 300 000 tonnes, l'énergie déjà, à 80 000 tonnes, ils consommaient déjà 80% de 1350 mégawatts. Les gars ne pouvaient pas fonctionner, ils ont dit que ce n'est pas une affaire. Ok. Alors, voilà comment on dit. Donc pour pouvoir fonctionner, pour que nous vivions aujourd'hui, nous qui sommes sur ce plateau, il faut qu'on ait nos téléphones portables qui soient chargés. Okay. À partir de ce moment, vous pouvez vous interconnecter à travers le monde entier. S'il n'y a pas d'énergie, ça veut dire qu'on est complètement... On vit comme à l'ère de Mathusalem. Voilà, Mathusalem. Sur cette question-là, Serge-Henri Kelbet, tout à l'heure vous avez commencé à développer sur les énergies renouvelables. Est-ce que quand vous parcourez l'exposé du ministre, vous sentez qu'il y a, au-delà de la production d'énergie hydroélectrique, d'autres alternatives qui peuvent être explorées pour permettre de combler le déficit énergétique dont il est question ici? Non, oh que non, M. Fangwa. Ce que je voudrais dire, et je l'ai dit il y a déjà quelques années, qu'il faut sortir des anciens paradigmes. Penser qu'avec l'hydroélectricité, nous pouvons tout faire. Les méthodes de calcul qui permettaient à l'époque de produire à Edea et d'aller consommer à Bamenda sont dépassées. On ne peut plus transporter l'électricité sur des distances aussi longues en traversant d'autres potentiels ou d'autres possibilités de production d'électricité. On ne peut plus. Ce qui m'amène à le dire, c'est quoi? Contrairement à ce que Maître Fabien Kenyé disait tantôt, nous, et je continue à militer, je fais partie des gens qui ont tapé fort et dur pour qu'on enlève le transport à Eneo. Eneo ne pouvait plus faire le transport. Et je vais vous dire que le monsieur qui est directeur général adjoint de la Sonatrel, aujourd'hui, a été l'un des plus gros directeurs d'Eneo, c'est-à-dire qu'il avait une direction cumulée, au moins 3-4 directions. Donc, la Sonatrel a du répondant. La Sonatrel a des ressources. Je pense humaines et financières. D'abord des ressources humaines. Okay. Ils ont des gars calés. Je pense ici, avec la main sur le cœur, à un de mes grands frères et camarades avec qui j'étais au Canada à l'époque, le docteur Moroa Gessirandi, père à son âme, qui nous a quittés, qui était un expert, un spécialiste des néons, que la Sonatrel avait dit, nous ne pouvons pas faire ou monter la Sonatrel sans ce genre de personnes. Le problème aujourd'hui pour la maintenance de nos lignes, déjà même qu'il faut le dire, nous avons des lignes neuves. Quand vous voyez la ligne de la centrale à gaz de Kribi, 280 MW, elle n'a pas 15 ans. C'est une nouvelle ligne. Quand vous voyez les nouvelles lignes qu'on est en train de rafraîchir entre EDEA et même Dola, ce sont des nouvelles lignes. Il faut de l'argent pour la construction de nouvelles lignes. Le problème aujourd'hui, dans le diagnostic que le ministre a sorti, se situe à 3 niveaux. Pour ma part, je vais avoir un point de vue d'expert vraiment sans casquette politique.
Le Cameroun, à l'heure où nous parlons, n'a pas 1500 mégawatts. Le Cameroun est un scandale énergétique en termes d'hydroélectricité. La Côte d'Ivoire, 2300 mégawatts. Le Ghana, 2600 mégawatts. L'Éthiopie, 2450 mégawatts. Et je finis avec le Sénégal qui est dans les 2210 mégawatts. Pourtant, le Cameroun a le deuxième potentiel hydroélectrique bien sûr. Après le Congo. 20 000 mégawatts. Le Cameroun aujourd'hui, et je l'ai souvent dit, me fait penser à une ville où j'ai fait mes études à l'époque. Le Québec, au Canada, produit dans quelques grandes villes du Québec, mais va jusqu'à New York vendre l'électricité. Le chef de l'État a signé un décret permettant au Cameroun de commercialiser avec le Nigeria en termes d'énergie sur la demande du président Boari. Nous avons un des plus grands barrages qu'on peut ériger au Cameroun, le Nunvuri, près de 3000 MW. Le Nigeria attend ce barrage-là depuis. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique australe, du Zimbabwe jusqu'à presque au Malawi, vous avez des réseaux interconnectés entre vous avez dit 3 points. Vous avez dit 3 points. Bon, donc je vais descendre maintenant au niveau de la distribution. La distribution, qu'est-ce qui se passe au niveau de la distribution? Duval, l'électricité coûte encore trop cher au Cameroun, au niveau de la distribution. En Algérie, c'est 0,01 cents, 10 francs CFA. Vous avez en Côte d'Ivoire 64 francs, au Mali 80 francs, à RDC 88 francs. Lorsque vous faites la moyenne au Cameroun, vous êtes à 80 francs. Pour un pays comme le Cameroun, au niveau de la distribution, de la vente de l'électricité, comme disait Raphaël Ngounou tout à l'heure, non seulement l'électricité coûte cher, mais nous investissons dans des choses qui n'ont pas de sens, c'est-à-dire le remplacement des compteurs, entre guillemets, pour lutter contre la fraude, mais qui ne sont pas des priorités. La priorité, c'est de stabiliser le réseau de distribution. Au-delà de stabiliser le réseau de distribution, il faut pouvoir stocker l'énergie. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des grands travaux, par exemple à Lobaba, dans le post-transformation, qu'on ait des grands parcs, des stades de football, où on parque des conteneurs bourrés de grosses piles qui stockent de l'énergie. Ça se fait au Brésil, ça se fait, je crois, au Guatemala, à Cuba. Et c'est un projet que nous avons voulu apporter au Cameroun, qui a été réceptionné à la présidence de la République, accepté, et un ministre de l'eau et de l'énergie a refusé ce projet. Les investisseurs japonais... Parce qu'ils n'ont pas de rétro-commission. Les investisseurs, je ne vais pas dire dans les détails, mais les investisseurs japonais sont repartis. C'est pour vous dire que les problèmes que le ministre a soulevés au niveau de la production, du transport et de la distribution sont des problèmes réels qui sont identifiés et dans lesquels ou sur lesquels il va tout simplement... Donc en réalité, le problème n'est plus au niveau du diagnostic. La question qui se pose, c'est comment on fait pour régler... Exactement. Et des solutions existent. Et je veux dire qu'avant le ministre, donc, nous avons apporté des solutions. La solution la plus probable, même immédiate, nous avons demandé au Parlement, à l'Assemblée nationale, il y a 8 ans, de voter une loi au Cameroun où on ne peut plus, où on n'a plus le droit d'importer des ampoules incandescentes, des ampoules haute pression, c'est-à-dire des ampoules énergivores, où nous allons limiter la brocante. Parce que tout ce que vous voyez comme brocante là, c'est des choses déclassées en Europe qui ne sont plus, qui ne doivent plus gaspiller l'énergie, tout ce qui est effet Joule. C'est-à-dire il faudrait qu'aujourd'hui, on aille dans des solutions ultra économiques. Au niveau de l'éclairage public, une ville comme Douala, c'est 16 000 points lumineux dans la ville. C'est des mégawatts qu'on peut économiser et électrifier Dibombari, Bois-Paki, toute cette zone aisément, si la ville de Douala fait des réductions. La brocante, vous avez des congélateurs et des frigidaires déclassifiés, qui ne sont pas de classe AAA+, qui arrivent ici en tonnes dans des bateaux, mais qui viennent ici créer de la succion de l'énergie, comme si vous avez des domiciles qui deviennent des boulangeries. Donc vous comprenez que nous pouvons avoir des solutions immédiates. Il suffit seulement que le gouvernement décide de dire pour l'urgence. Voilà ce que nous avons fait. Nous allons réduire la consommation énergétique au Cameroun pour pouvoir permettre à d'autres régions de s'électrifier. Messieurs, on va s'arrêter là pour la première partie de cette émission d'Equinox ce soir, de ce mardi 29 juin 2021. Nous retrouvons d'abord la réclame et juste derrière la grande édition du journal de 20h présentée par Cédric Noufélé. Juste derrière le journal, la deuxième partie d'Equinox ce soir, le débrief. Hello, guy. How's it? Guy, what's new? Guy.